Et bonjour à tous, bienvenue pour cette septième session de Manu apprend le Rust. Bonjour Manu, comment vas-tu? Salut Yannick. Bah écoute, ça va très bien. On arrive sur la fin de l'année, les vacances approchent, tout ça. Les cadeaux, tout Euh, ça, qu'il faut aller chercher en urgence parce qu'après il n'y en s- aura plus. Exactement. Donc c'est la période de rush, mais c'est toujours plaisant. Et toi, comment tu vas? Très bien, je suis actuellement en vacances, donc j'ai le temps de faire plein de choses, dont écrire des articles que j'avais laissés de côté par manque de temps. Cet homme ne s'arrête jamais. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va régler une petite incohérence que j'ai racontée pendant la session numéro 6 et on va attaquer un pan très important de tout le modèle de conceptualisation dans Rust qui s'appelle les traits qui vont nous permettre de pouvoir avoir du code qui va être beaucoup plus pratique à utiliser que le code qu'aujourd'hui on peut écrire avec les concepts qu'on possède. Donc l'erratum, il va être assez rapide. C'est lorsque j'avais créé une chaîne de caractères, j'avais dit que lorsque on faisait un string d'une valeur, donc par exemple plutôt on s'en fout, ça venait créer une variable dans la heap. Tu te rappelles Manu de l'allocation dynamique? Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Du coup, ça envoyait la chaîne de caractères qui était une slice de str dans la heap et on possédait ensuite une référence pour venir pointer sur ça. Et dans un peu la précipitation, j'ai dit que lorsque l'on faisait un truc comme ça, on avait un estr. Mais en fait, c'est pas totalement vrai. On a un type qui est un estring qui est équivalent à un estr. Et donc, c'est pas totalement le même système. Ça va être une référence vers une string qui elle-même va venir pointer vers un str. Mais le truc, c'est que ce string qu'on a ici, en fait, il va être compatible avec une chaîne de caractères. Donc si par exemple on fait hello, toujours hello, message estr et que on affiche ce message, j'ai mis message, et que l'on fait hello ref string, le code va continuer à tourner. C'est parce que faire une référence et de la même manière, si on fait et de string, le code continuera à tourner. Parce que en fait, dans le mécanisme de Rust, on a ce qu'on appelle le déréférencement par coercition. J'ai découvert le mot en cherchant justement où je m'étais trompé. Et du coup, en fait, ce que ça signifie, c'est que pour certains types qui sont extrêmement utilisés et où on a besoin de venir déréférencer ce qui est dans la heap régulièrement, en fait, il y a certains types qui vont avoir des systèmes automatiques qui vont venir transformer un type en un autre selon le besoin et l'usage. Typiquement ici, en fait, étant donné qu'on est en lecture seule de notre chaîne de caractères, on va pouvoir interchanger le string et le str. Parce que les deux sont des choses qui vont être en lecture seule. Et donc, en fait, on n'a pas besoin du string puisqu'on ne va pas modifier la chaîne de caractères. Par contre, si on s'amuse à mettre quelque chose comme ça,
Ici, ça ne marchera plus. Pourquoi ça ne marchera plus? Parce que en fait, l'usage qu'on en fait ne permet plus de le faire. Parce que vu qu'on veut faire modifier une slice de STR, chose qui est impossible, puisqu'une slice est immuable et tout le bordel, on se retrouve à ne pas pouvoir utiliser ce type-là. Du coup, on est obligé de dire explicitement que le type est un... ah oui, pardon. C'est ça que je voulais faire. On est obligé de dire explicitement que le type de notre string est une string et pas un ESTR. Parce que là, si on met un ESTR, on va... Ah si, il le fait, tiens. Ah, c'est rigolo ça. Bah, je suis encore dérangé par un truc, mais en tout cas, le... Ah d'accord. Mais du coup, ça voudrait dire quoi pour ce système? Je vérifie juste un truc, hein. Ça a aucun sens, mais si par exemple je fais message égale tata, il me dit quoi là? Il m'engale ou pas? Il me dit que les types diffèrent en mutabilité. Ouais, non, il m'empêche quand même de le faire. Mais du coup, en gros, ce système de déréférencement qui transforme un type en un autre, en fait, il se base sur un système qui s'appelle un trait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis embêté que le emut est passé, mais c'est pas bien grave. Hop. On est d'accord, la différence qu'il va y avoir entre string, le type avec la majuscule, là, c'est que ça, c'est un vecteur. Donc, c'est une sorte de ce que j'en ai retenu la dernière fois, Ouais, une sorte de tableau de caractères. exactement. Alors que le STR classique, qu'on voit généralement en Esperluette STR, donc la forme qui est empruntée, qu'il y Oui, a dans ton Hello, ça, c'est la forme primitive d'une chaîne de caractères, c'est ça? c'est ça. Ok. Et du coup, là, ce que tu montres, je reformule pour les noobs, dont je fais moi-même partie. Donc là, ce que tu montres, c'est que tu peux passer du type tableau de caractères au type Au type slice. string Slice en fait. Ah oui, slice, c'est ça. Euh, Sans autre forme de manipulation. C'est Tu peux ça. juste les utiliser de manière transparente l'une et l'autre. C'est fait automatiquement en fait si on avait la possibilité de rentrer dans string, ce que j'arrive pas à faire parce que l'IDE me le permet pas. On verrait qu'on a une fonction spéciale qu'on va pouvoir implémenter nous-mêmes dans nos usages qui vont permettre en fait de faire le passage d'un type à un autre. Ok. Et donc, quand on construit par exemple le string, donc let string, en fait, c'est en gros, si je comprends bien, c'est tu me construis un vecteur à partir de la chaîne de caractères Toto, C'est qui ça. est interprété là, Toto, comme une chaîne de caractères de type STR. Donc ce STR, tu le mets quelque part dans la heap Ouais, et ouais, tu le références à partir d'un pointeur dans la mémoire stack qui vient pointer sur cet endroit-là. Et à partir de là, bah, tu peux faire des modifications à l'endroit où tu as besoin de le faire. oui, et du coup, on a vu la dernière fois, donc ça a une taille de 24 parce que tu as à la fois l'endroit dans la mémoire où c'est loqué, la taille disponible et la taille totale, enfin, je sais plus C'est comment tu avais ça, appelé ça. exactement, la capacité et la longueur Capacité. Ouais, de on l'élément. révise en même temps. Eh ben, et Ok. du coup, ce principe en fait de déréférencement se base sur un système qui s'appelle les traits. Et c'est ce qu'on va voir réellement aujourd'hui. Et juste pour donner un truc aussi, c'est que si on fait
et que on veut utiliser ce tableau. Salut! Et du coup, si on veut utiliser ce tableau, je sais pas moi, je sais pas comment l'appeler, bon on s'en fout. Elle aura un nom à la nulle. En fait, ce tableau-là, il peut également avoir comme type référence de slice et du type qu'on est en train de manipuler. Et donc ça, souvent, tu le verras dans les bibliothèques qui manipulent des chaînes de caractères. Au lieu de manipuler des chaînes de caractères, tu peux également manipuler les bytes de tes chaînes de caractères. Et du coup, ça, en fait, souvent, c'est l'équivalent de la référence d'un tableau de nombres. Et ce tableau de nombres, ça va être tes chaînes de caractères. Donc là, par exemple, si on fait... je vais juste faire un DBG du truc. On s'en fiche pour l'exemple. Si ici, je fais écho de vec, si je fais écho de vec, tu vois qu'il est également capable de me déréférencer en fait mon type pour venir me créer mon tableau. Puisque tu as le evec qui est là. Par contre, si tu mets ça, là, les types vont être différents parce qu'il s'attend à avoir une référence de tableau et au final, il va avoir le tableau en entier. Et si tu as envie, tu peux également faire vec de 8. Parce que tout ça, en fait, c'est grosso modo la même chose. Par contre, si tu as besoin de faire de la mutation sur ta table, là, il faudra que tu précises ton emut de vec de 8 pour permettre de pouvoir faire des opérations supplémentaires. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on peut passer du type string avec un majuscule au type vec de manière sans avoir besoin d'appeler des méthodes particulières, c'est transparent. Et on peut faire exactement la même chose entre un tableau et un type vec. Et donc string. C'est ça. C'est ça. Ok. En fait, tout ça, c'est des tableaux de nombres. Et ces tableaux de nombres, ils vont tous être déréférençables automatiquement. Et donc, quand je disais qu'il n'y avait pas deux fois des rebonds pour aller chercher la donnée, c'est là que je m'étais trompé. Il y a toujours deux fois un rebond. Et c'est comme ça que lorsqu'il y a la réallocation mémoire, le système est capable de savoir où est la donnée et où est-ce qu'elle va se trouver dans l'avenir quand il y aura la réallocation. Ok. Du coup, maintenant, on peut attaquer les traits. Alors, qu'est-ce que c'est un trait? Un trait, pour donner un ordre d'idée, ça va être un ensemble de contrats que l'on passe entre quelque chose qui utilise ce trait et le contrat en lui-même qui est le trait. Donc par exemple, si on crée un trait, qu'est-ce que vous pourrez avoir Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme trait? On pourrait avoir... Je pourrais pas beaucoup t'aider. Je ne sais animal. pas ce que c'est. Animal, ok. Donc pour définir un trait, tu as le mot-clé trait et tu vas lui donner un nom. Donc là par exemple, ce trait ça va être animal. Et dedans, tu vas pouvoir aller définir des comportements. Donc par exemple, si on a une structure qui est un chat et une structure qui est un chien, si on veut que ces deux structures soient un animal, en fait, on va devoir respecter
ce que animal dicte de faire. Donc par exemple, si animal a une fonction, comment on va l'appeler, isOlive. Cette fonction isOlive va devoir être implémentée par tout ce qui est un animal. Donc là, par exemple, si on veut que chat respecte d'être un animal, on va devoir dire impl animal for chat. Parce qu'en gros, ça veut dire implémentation du trait animal pour la structure chat. Et là, tu vois que le système va nous dire qu'il y a un problème. Parce que tu veux que le chat implémente animal, sauf que tu as oublié d'implémenter isOlive. Et donc là, le système te dit, tu dois implémenter isOlive pour que ton chat soit un animal. Ok. Ok? C'est une sorte, c'est une forme d'héritage ou pas? On peut voir ça comme parallèle? C'est-à-dire, je vais... Non. C'est justement le parti opposé de l'héritage. Parce que dans l'idée, là, ce que je veux, c'est définir des particularités, des attributs qui soient relatifs, j'imagine, à plusieurs structures. C'est ça. Mais du coup, tu J'aurais pas vas pas besoin. hériter de comportements, tu vas les composer, qu'on appelle ça. Est-ce que j'aurais besoin à un moment donné de traits dans le cas où j'ai besoin d'associer ça qu'à une seule structure? Est-ce qu'il y a des cas ou pas? Oui, oui. Il y a il y a des moments où tu n'as pas envie de manipuler la structure de données, mais uniquement les comportements de cette structure. On va voir ça juste après. Ok. Donc là, tu vois que j'ai mon chat qui implémente animal. Tu vois que l'IDE, maintenant, il est d'accord. Enfin, le compilateur est d'accord. Ce qui fait que maintenant, si par exemple, je définis une fonction fn animal isOlive et que je lui donne comme paramètre un animal, en fait, il va considérer que cet animal... Ah oui, on peut pas faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut le faire comme ça maintenant en Rust? Ouais. En fait, il va considérer ce que l'on lui fait manipuler comme étant non pas un chien ou un chat, mais comme étant un animal. Et comme il sait que tout animal a la méthode isOlive, bah en fait, il va pouvoir appeler des méthodes de animal sans savoir ce qu'il est en train de manipuler en fait. Ah oui. Là, ce qu'il me dit, c'est que j'ai été trop vite. C'est que ici, en fait, ce que j'ai défini, c'est une méthode de la classe animal. Parce qu'ici, il manque, tu te rappelles pas, le eSelf. Ah oui. Pour dire que on est en train de manipuler quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on est en train de définir. Et On il faut le verra mettre après. aussi dans le trait. Ok. Bah, ça permet en fait de pouvoir faire animal isOlive parce que si tu te rappelles bien, quand on avait découpé le système, on s'était retrouvé à avoir eSelf. Et ce eSelf, en fait, on pouvait le redéfinir en chat
Et à partir de là, on avait... attends, c'est comme ça plutôt. Donc tu avais isSelf qui correspondait avec ce qu'on était en train de manipuler. Et ça qui correspondait à ça. Et donc là, le vrai appel de la fonction qui est ici, c'est animal isAlive de mon animal. Ouais. Oui, et l'intérêt d'avoir ce self-là, c'est notamment de ce que je me rappelle quand on a des noms de structures qui sont très très longs et qu'on n'a pas envie de retaper. Oui, Et puis même, ça amène une certaine aisance c'est dans le ça. développement de ne pas réfléchir Et à donc, le... globalement, vu que c'est utilisé partout et tout le temps, on a le sucre syntaxique et self qui nous permet d'avoir exactement la même chose. Ok. Et comme on est en train de manipuler quelque chose qui est utilisé en permanence, on a un autre sucre syntaxique qui fait qu'on peut faire point isAlive. Et là, tu vois que on ne manipule plus un chat, un chien, mais on manipule directement l'animal en lui-même. Parce que autrement, si on n'avait pas eu ce trait, ah oui, c'est vrai que j'ai pas de... Si on avait dû faire la même chose, on aurait dû faire un truc comme ça. On aurait fait une énumération. Donc, par exemple, on l'aurait appelé animal aussi. Et cette énumération, tu aurais eu un chat. Tu aurais eu un chien. Et tu aurais eu une méthode animal isAlive qui aurait pris un animal, mais pas celui-ci. Donc il aurait pris animal, qui cette fois-ci aurait été une énumération. Et là, tu aurais dû partir dans ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire faire du pattern matching. Et donc, tu aurais dû avoir la partie chat. Donc là, tu aurais eu ton chat. Là, tu aurais appelé, donc tu devais également implémenter isAlive, mais pour ton chat. Et l'implémenter pour ton chien. Ouais, donc c'est très verbeux, quoi. C'est un peu plus long. Et du coup, après, tu aurais dû faire chat.isAlive. Puis faire pareil avec... Chat, match animal, non? Attends, pourquoi chat? Quoi ça? Il est pas d'accord? This pattern has been field. Pas, il râle. Ah! Hop là. Parce que c'est la variante en fait. Tac. Et là, tu aurais eu ta fonction animal isAlive. Donc, tu aurais créé ton chien. Tu aurais créé ton chat. Et après, tu aurais appelé animal isAlive.
avec ton chat. Et avec ton chien. Ah oui. Non. Mon chien, c'est un animal. Chien de chien. Donc tu sens que Ah ouais, oui, je c'est vois. un peu relou, quoi. C'est un peu galère. Et Et surtout, là, à ça chaque fois que marche. tu rajoutes un animal, c'est pas scalable, quoi. Enfin, Ah il bah, à faut chaque fois, tu dois rajouter. rajouter des briques dans le système. Donc ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Et donc, Donc au là où, lieu... Oui, vas-y. ouais, là où du coup, quand tu utilises les traits, le fait de rajouter une structure qui respecte, par exemple, là, le trait animal, ou qui a une implémentation pour le trait animal, je sais pas comment on dit ça. En fait, finalement, c'est le fait de rajouter l'implémentation type implémentation, enfin, implème animal fort, le nouvel animal, C'est ça. et ensuite de rajouter la structure qui correspond à ton animal pour pouvoir ensuite définir à l'intérieur ce que c'est. En fait, tu vas lui rajouter un comportement. Et à partir de ce comportement, tu vas pouvoir dériver ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire avec ce que tu es en train de manipuler. Sans savoir réellement ce que tu es en train de manipuler derrière. On peut faire ça avec des primitifs aussi, par exemple. C'est-à-dire, je veux pouvoir implémenter des traits qui seraient utilisés par des strings, par exemple. C'est-à-dire que je Tu veux ne créer une... peux pas implémenter des traits pour des structures qui ne t'appartiennent pas. Ok, Tu es obligé de... Tu as toute une technique qui consiste à venir envelopper dans une structure ce que tu veux modifier. Et en fait, tu vas utiliser après le trait de déréférencement qu'on va voir juste à la fin, qui va te permettre d'aller récupérer l'information qui t'intéresse. ok. Et donc, au lieu d'avoir tout ça, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, tu peux me commenter 33 et 38, de 33 à 38, s'il te plaît. Attends, c'est télescopique, je crois. C'est bon, on voit la même chose, hein, c'est commenté. Comme on a Je des sais petits pas. soucis de synchro parfois. À chaque fois, c'est des synchros, donc... Moi, je fais plus confiance à mes yeux. Et donc ici, on va venir implémenter animal pour le chat et animal pour le chien. C'est quand même bien l'autocomplétion. On le dira jamais assez, mais... Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a plus besoin de l'énumération. Parce qu'elle n'existe plus. Et passer directement notre chien et notre chat. Ok ? Ok. Et en fait, ces traits-là, tu vas pouvoir en mettre autant que tu veux. Si par exemple, ici, tu dis trait name, tu crées une fonction qui s'appelle getName. C'est pas ça que je veux, ça. Hop. Non. C'est ça que je veux faire. Je vais y arriver. Hop. En fait, tu vas pouvoir implémenter ce trait getName à tes autres structures. Donc si par exemple ici, tu veux implémenter name pour chien et chat, tu vas devoir implémenter la fonction qui correspond.
Et donc là, bah, tu vas devoir renvoyer le nom de ton chat. Donc ils vont tous s'appeler Félix. Mais on peut du coup imaginer que la structure chat, le nom soit stocké dans un fil de C'est ça. nom, j'en sais rien, et dans la structure chien, c'est dans un fil qui s'appellerait surnom, je dis n'importe quoi. Et du coup, l'implémentation fait que tu peux avoir le même comportement pour un trait défini, alors que les structures sont pas les mêmes. Exactement. Ok. Ah oui, parce que je me suis... j'ai pas mon autocomplétion. Ah, t'as pas l'autocomplétion, toi? Ah, j'ai rien du tout. Je suis presque avec un cahier de texte. Qu'est-ce qui m'embête? Ah. Ah oui. Bah là, pour le coup, le e-self ne sert à rien parce que de toute façon, on l'utilise pas. Mais comme tu dis, si on modifie le système, bah, on va pouvoir récupérer plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, animal name. Et du coup, ici, c'est pas un animal qu'on va avoir, c'est un truc avec un nom. Donc ça serait entity name. Et du coup, on pourrait afficher directement le nom. Entity. Point. J'ai pas un get. Ah si. Là, j'ai de l'autocomplétion, tiens. Et donc si ici, je vais juste modifier un tout petit peu le imple, enfin le type, parce que autrement on va consommer. Qu'est-ce qu'il me dit? Unexpected. Je peux pas lui faire un et. Ah si, ok. Hop. Si on fait entity name, on va pouvoir mettre notre chat et on va pouvoir mettre notre chien. Mais si... Ah, c'est chiant de ne pas pouvoir avoir l'autocomplétion. Elle disparaît tous les 4 matins en fait. Ouais, tu dois faire la même chose sur l'implémentation. Ah oui. En bas là. Ouais. Bon, il verra bien sa vie. Et du coup, bah, tu as l'appel de la fonction qui va venir aller chercher la méthode getName associée à notre chat et à notre chien. Ok? Ok. Rappelle-moi le fait que tu aies besoin de passer la référence dans Animal is Alive. C'est parce que autrement, Animal is Alive va venir consommer mon animal. Ouais, donc elle va être déplacée dans ce contexte et je n'y aurai plus jamais accès. Ok, et il est détruit, il est consommé, il est détruit, alors que si tu passes la référence, du coup, il continue d'être accessible ensuite. Mais là, par exemple, si je rajoute un truc dans Entity Name, en dessous de Entity Name, on est d'accord, il faut aussi que je passe la référence côté Entity Name pour pouvoir y accéder. Exactement. À chat et chien si j'ai besoin d'un truc. Ok. Bah d'ailleurs, on va le faire tout de suite parce qu'on va en avoir besoin de toute façon. Et maintenant, je veux avoir une fonction qui fait les deux. Qui a à la fois le trait 1 et le trait 2. Donc si par exemple je me fais une fonction animal name, je veux maintenant avoir un animal, mais un animal qui va être nommé. Donc en fait, il va avoir à la fois le trait animal et à la fois, donc il y a un plus entre les deux, le trait name. Donc ça, c'est du
Alors, attends, il veut pas parce que... Il n'est pas d'accord avec ça? Ah, c'est Ah. imple animal plus name. Ouais. Hop là. Et du coup, maintenant, j'ai un animal, mais également une entité nommée. Parce qu'il possède les deux traits. Ce qui fait que maintenant, bah, je vais pouvoir appeler animal is alive avec la référence d'animal. Mais également mon entity name. Parce que, en fait, vu qu'on est en... J'arrive pas à taper animal. Vu qu'on est en train de manipuler quelque chose qui a les deux comportements, bah en fait, on peut appeler les deux éléments de manière indifférenciée. Et ça veut dire que la structure qu'on définit doit avoir implémenté les deux traits. Il se passe quoi si jamais j'ai pas implémenté l'un des deux traits? Et ben on va le voir justement tout de suite. J'imagine que Compilo m'engueule. Exactement. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, le trait name est pas implémenté. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de l'enlever. Ah. Ah Et ouais, ok. il me dit de mettre une parenthèse là. Ouais. Ok. Ah oui, parce que du coup, Parce qu'il veut que ça soit une référence, mais du groupe d'éléments. Parce que bah, quand tu es en train de faire le parsing de ton code source, je pense que ça doit le faciliter la vie de savoir qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui ouvre sur quoi. oui, et le fait que tu références l'implémentation de animal plus name. Ouais. Ok. C'est encore très abstrait cette partie référence de l'implémentation animal plus name. Bah, en gros, ça veut dire je veux une référence de quelque chose qui a à la fois les fonctions isOlive et les fonctions getName. Ok, donc ce quelque chose, à la fin, ça reste une structure. Là, on parle juste d'une structure. Donc c'est la référence au final. Bah, Ça va être résolu comme... au final, tu as un chien et tu as un chat. Ouais, Et c'est ça, ok. si on veut rentrer un peu dans la technique, lors de la compilation, en fait, le compilateur va venir créer autant de fonctions entity name et animal is alive qu'il y a de types de structures qui en ont besoin. Donc tu auras un animal is alive pour les chiens et un animal is alive pour les chats. Donc si tu regardes en fait le code source, enfin le code compilé de ton programme, bah, tu vas avoir des duplications de la fonction, mais sur des types différents. Et ça, c'est une balance entre être extrêmement rapide à l'exécution et avoir du code qui est un petit peu plus lourd et un temps de compilation aussi qui va être un peu plus lourd étant donné qu'il va devoir savoir qu'est-ce qu'il doit dupliquer, qu'est-ce qu'il peut garder unique. Ok. J'imagine quand tu lis le code compilé, il faut des outils spécifiques pour pouvoir lire le code compilé. Ouais. Et donc là, par exemple, si on se crée une structure oiseau, Ouais. et que on lui implémente uniquement isOlive. Et d'ailleurs, on a un truc qui est très rigolo aussi avec les traits, c'est qu'on n'a pas besoin d'implémenter les choses qu'on voit qui sont toujours les mêmes. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, bah, il y a une implémentation par défaut. Voici mon implémentation par défaut. Et donc là maintenant, si je dis que j'implémente animal pour oiseau,
Bah en fait, j'ai besoin de rien implémenter du tout parce que j'ai déjà le trait animal qui possède une fonction par défaut isOlive. Et si j'ai envie, dans mon chat, bah, je vais pouvoir aller l'agrémenter. Je suis pas inspiré, désolé. C'est très bien, c'est clair. Et tu vois que maintenant, tu vas avoir des miaou qui vont s'appeler au moment du isOlive. Par contre, ce qui va se passer si ici je me crée un oiseau. Il va pas faire miaou l'oiseau. Déjà, l'oiseau va pas faire miaou, mais surtout, il va pouvoir appeler animal isOlive, ça, il n'y a pas de problème. Puisque bah, il est live. Par contre, si j'essaye d'appeler entity name avec mon oiseau, là, ça va péter. Parce que mon oiseau n'a pas le trait name. Donc, je ne peux pas l'appeler avec. Ok. Ok. Ok, et effectivement, là, on est en train de dire qu'en fait, toute la partie fonction, donc fn, isOlive, machin, dans animal for chat, for chien, etc., tout ça, en fait, il suffit juste de déclarer que on veut implémenter, le trait pour ces éléments-là, ces structures-là. Et en fait, toutes les fonctions, parce que là, tu mets une fonction fn, isOlive, mais j'imagine que tu peux en mettre plusieurs. Ah oui, tu peux en mettre autant que tu veux. Et avec Ok. toutes les variations qu'on avait vues, soit ne pas avoir de self, soit avoir un self immutable, soit avoir un self mutable. Et tu peux mettre autant de paramètres que tu veux, et tu peux mettre le type de retour que tu veux à l'issue de la fonction. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et dans un futur, on pourra même faire des choses encore plus rigolos. Mais c'est pas encore en stable, donc je vais pas en parler ici. Ok. Et est-ce qu'on peut définir qu'un trait est implémenté automatiquement si un autre l'est? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire, je veux que tous les structures qui ont le trait animal implémentent aussi le trait name de manière transparente? Enfin, pas Oui, transparente, mais... oui, tu peux. Si par exemple on se crée un trait ADN, je fais une rupture dans les noms de trucs, mais je trouve ça plus joli que d'écrire ADN avec des minuscules. Mm. Get genome. On s'en fout de ce que ça fait. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour que un animal soit un animal, il faut avant tout qu'il ait implémenté le trait génome. On appelle ça un super trait. Donc ça signifie que si un chat, un chien ou un oiseau n'implémente pas ADN, alors c'est pas un animal. Parce que bah, il a pas d'ADN, donc ça peut pas être un animal. C'est un caillou, quoi. Et donc, Ok, pour venir régler ce truc, bah, tu es obligé de mettre soit un marqueur, qu'on appelle un marqueur, c'est lorsque tu as un trait, mais un trait où tu n'as pas besoin d'implémenter quoi que ce soit dedans. Tu dis juste, bah, j'ai besoin d'avoir ce trait-là, donne-moi ce trait. Donc là, par exemple, notre marqueur, ça serait d'avoir de l'ADN. J'y arrive. Et tu vois que maintenant, le chat est de nouveau un animal. ok. Et ça, tu Donc, peux les chaîner. J'imagine que du coup, tu peux définir que ah trait bah après, est si tu veux de que tu aies molécule. un autre trait au-dessus qui serait organique, ce trait organique, bon, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Mm. Et là, maintenant, le chat va devoir également être organique
pour avoir une ADN et être un animal. Ok. Tu- Et est-ce que, je vais arrêter là avec mes questions, j'arrête après. Est-ce Ouais. que animal peut dépendre de plusieurs traits, c'est-à-dire d'ADN et d'organique, et qu'il n'y ait pas de lien entre ADN et organique? Je veux que Alors, attends, l'objet vas-y. qui implémente animal, il faut qu'il ait obligatoirement implémenté ADN et organique, mais je Ouais. veux pas que ADN dépende d'organique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin quand j'implémente un trait ADN qu'il ait besoin d'organique, tu vois, par exemple. Ah, ok. Donc toi, tu veux renverser le truc. Du coup, bah, tu mets un plus. Ah, c'est ça, ok, pardon, Je j'ai crois, écrit en hein. même temps. Je crois que c'est ça. J'ai jamais fait. Mais je Ouais, crois. alors après, c'est peut-être pas un pattern qui est commun, j'en sais rien, c'est peut-être ça peut-être pas grand-chose, mais... Ok, il a pas l'air de gueuler sur la syntaxe, donc ok. Non, ça a l'air d'être bon. Mhm. Donc là, normalement, si j'implémente organique pour chat, normalement, il passe au vert. Ouais. Donc tu peux créer la collection en fait de comportements que tu le désires sur l'élément que tu es en train de manipuler. Ok? Ok. Tu vois un petit peu le truc cool qu'on peut faire avec. Ouais. Là tout de suite, c'est clair dans l'exemple. J'arrive pas encore à voir comment on peut extrapoler l'utilisation Bah, des traits dans la typiquement, vie réelle. c'est tu es dans un système d'information. Ce système d'information, il va avoir besoin d'aller chercher des données sur des sources de données différentes. Aller le Ouais, chercher sur une base de données PG, aller le chercher sur le réseau, aller le ouais. chercher, je sais pas moi, sur un CD. La, ton Je vois. interface de manipulation va toujours Ouais. aller être écrire de la donnée, lire de la donnée. Par contre, la Et manière du de coup, le faire, elle, va complètement changer. Et à l'intérieur de tout ça, bah, tu vas avoir le fait que tu as besoin également que, je sais pas moi, tu as besoin que certains des modes de récupération de données aient du cache. Et du coup, bah, tu peux rajouter un trait cache sur certains et pas sur d'autres. Parce que par exemple, ce qui est en RAM, tu t'en fous d'avoir du cache, parce que la RAM est déjà du cache. Mais par contre, aller chercher sur le réseau, tu peux être intéressé à avoir un cache. Et du coup, cet adaptateur réseau aurait, en plus du trait read data, le trait write data, read write data, et le trait cache. Alors que la RAM, elle aurait uniquement le trait read et write data. Des ouais, en trucs gros, comme tu ça, crées quoi. des interfaces que tu vas pouvoir manipuler à haut niveau, dans le sens où t'as pas besoin de savoir comment c'est implémenté toi, mais en gros, tu t'es créé déjà des objets qui implémentent déjà ces fonctionnalités-là, et C'est tu les ça. traites comme si c'était les mêmes objets, sauf que derrière, ils font pas la même chose parce qu'ils sont implémentés différemment en fonction des technos qu'il y a derrière. Exactement. Ouais, je vois, je vois. Je répare le code pour qu'il compile. Oui, oui, avec tous les exemples à la con. C'est pas grave, on est là pour faire des trucs. Et donc là, pour revenir à ce qu'on disait avant d'avoir digressé un petit peu, le entity name ne prend pas l'oiseau parce que l'oiseau n'a pas de name. Mais cette chose-là est également vraie pour animal name. Même si tu as un animal, tu Oui, n'as tu veux pas te le mettre trait name qui va avec. Hmm. Et du coup, bah, tu te retrouves à avoir un problème. Et justement, ce problème-là, bah, c'est le compilateur qui va te dire que ce que tu es en train de manipuler, il respecte animal, pas de problème. Par contre, il ne respecte pas name. Et du coup, bah, ta compilation ne se passera pas. Ok? Ok. Et pour finir, parce que bah, tu m'as dit que tu devais partir
assez Ouais, tôt aujourd'hui. je suis carré sur les horaires là aujourd'hui. Carré, C'est pas trop. carré. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est au lieu de définir ça sous cette forme un peu compliquée, tu as deux manières alternatives de définir ça. Et ça, c'est ce que tu verras le plus souvent quand tu vas lire du Rust. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser une syntaxe spéciale qui se passe entre doubles chevrons. Je pense que tu te rappelles de les avoir vus avec les VEC. Exactement. VEC de 8. Ouais. Bah en fait, ici, tu vas pouvoir mettre T. Donc, c'est une variable. Enfin, c'est un type variable. On appelle ça la généricité dans les langages de programmation. C'est un type qui va pouvoir varier en fonction de l'utilisation que tu vas en faire. Et ici, on va venir, en plus de dire que tout ça, c'est du type référence de T, parce que là, tu vois que c'est pas possible, parce que lui, il attend que ça soit un animal, et lui, il attend que ça soit un name. Donc, il y a un souci quelque part. Et du coup, lui, en fait, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire, bah toi, tu es du type name. Et du coup, maintenant, le système, il va dire, bah ok, le thé qu'on va me donner à manger aura toujours la méthode getName. Du coup, bah ok, c'est un animal. L'animal est quelque chose qui peut aller dans EntityName, j'accepte. Par contre, c'est toujours pas un animal, parce que pour l'instant, en fait, c'est du type T. Tu le vois d'ailleurs dans la console. Il te dit que animal n'est pas implémenté par T. Par contre, tu peux juste lui mettre un plus pour lui dire, bah, tu es un name, mais tu es également un animal. Et du coup, au lieu de manipuler des impls de animal, de machin, de trucs, tu manipules des T. Et ce T-là, après, tu vas pouvoir le balader où tu as envie. Donc, Salut David. le truc entre chevrons, il te permet de pouvoir passer les objets, enfin l'implémentation pour ces objets-là. Le T, c'est un. Je suis pas sûr de comprendre en fait le. Le T, en fait, ça va être un alias sur quelque chose qui va avoir à la fois le trait name et le trait animal. Et ça, c'est le cas à chaque fois que tu mets quelque chose entre chevrons, c'est une convention, ou c'est un sens particulier côté Rust, le Ça a un T, sens particulier au sein de Rust, oui. le T. Vraiment, ah non, le T, non. Si tu as envie, on peut l'appeler patate. Ok. Et donc le fait d'avoir un truc entre chevrons, ça permet de dire récupère-moi l'implémentation de Bon, tel type pour l'objet que tu vas me passer il est pas qui d'accord correspond à parce que patate. il est pas d'accord parce que j'ai pas mis de majuscule, mais le Ok. T, c'est plus un usage. Tu Ouais, verras ok. Là, c'est une généralement le convention. T parce que Ouais. ça veut dire type. Donc tu mets T. Mais c'est comme le I dans la for loop, ouais, je vois. ouais. Et aussi le guillemet A pour les lifetime. On met A, Ouais, mais on ouais. pourrait mettre n'importe quoi. C'est juste que par entre guillemets convention, ça a été choisi pour s'appeler comme ça. Ok. Et tu as une troisième façon de faire, parce que là on n'a qu'un seul paramètre, mais si on avait plein de paramètres et chacun avait leur lettre, parce que si par exemple ici on a un autre animal et que on dit qu'il doit être d'un type différent, donc juste une entité par exemple, ici on devrait faire quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qu'on peut. Entité, name, pardon. Mais ce qu'on pourrait faire. Ah oui, simple. Mais ce qu'on pourrait faire également, c'est venir faire virgule, U, name. Et du coup, ici,
mettre à la place de imple name, de mettre un U. Tu vois l'idée? Ouais, je vois l'idée. Et du coup, ta signature reste propre, alors que ta définition de contrat devient de plus en plus compliquée. Et pour pallier à ça, tu as une syntaxe alternative qui s'appelle where. Et ce where, en fait, il va venir prendre le type et en fait remplacer ce qu'on a au-dessus. On mange tout ça et on le met ici. Et tu peux le remplacer autant de choses que tu veux. Si tu as envie, il n'y a pas de 2 points. Si tu veux remplacer tous les termes de tes chevrons, tu peux le faire. Et du coup, tu as un truc qui est beaucoup plus propre parce que ça va rester en fait dans la ligne des... je crois que c'est des 80 colonnes d'un IDE. J'ai toujours besoin de définir le truc entre chevrons avec le where, du coup? Ouais. En fait, il faut que tu définisses que T et U existent pour pouvoir après les utiliser. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir le compilateur qui va te dire que il ne sait pas de quoi tu parles en fait. Ok. Le chevron, en fait, c'est un opérateur de définition de généricité. Et après, tu utilises ta généricité à l'intérieur des parenthèses et tu contrains tes types à l'intérieur du where. Ok. Bah, on va être dans les temps. C'est incroyable la gestion du... J'ai un petit peu trop compressé les choses par contre. Parce que je ne pensais pas que le temps filerait aussi vite. Mais bon. Je pense qu'on a compris la majorité des choses. Ah non, ouais, ça sera de toute façon l'occasion de les reprendre à la rentrée. Bah oui, bien sûr. Attends, on va mettre un truc à la con comme ça. Ah non, c'est le seul qui a pas de name. Je peux mettre... ouais, bah oui. Je suis obligé de mettre un truc. Et là, ton code, il fonctionne. Donc là, si tu as envie d'appeler entity name avec entity, tu peux le faire avec ton entité. Parce que tu as ce qu'il faut pour faire les appels. Voilà. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Hein. On n'en a pas eu pendant, donc je pense que on n'en aura pas. De toute façon, la session est fermée. Elle nous a foutu dehors. Ça, au moins, ça a le mérite ça a le mérite d'être clair. Est-ce que tu as des questions? Moi, je les ai posées tout au long du truc, donc là, c'est clair. Ok. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir les utiliser dans un cas concret, là, l'histoire des traits, mais ça me paraît clair l'utilisation par rapport à ce que tu as montré là tout à l'heure, le fait que si on devait implémenter ça avec des enums, c'était très très long, et surtout, il fallait être exhaustif sur l'ensemble des... voilà, à chaque fois qu'on rajoutait un objet, c'était pas scalable, une structure, pardon, c'était pas scalable. Je vois bien l'intérêt là, comme ça. Ok. Bon, et bah on va dire bonne fête à tout le monde et puis à la rentrée. Bonne journée à tous. Voilà, rentrée. Salut. Salut.